Et vous savez, les bons souvenirs, au fil du temps, disparaissent, tandis que les mauvais souvenirs, surtout les traumatisants, celui de harcèlement, ils restent gravés dans notre mémoire. Radio ECAF. Salut à tous les auditeurs de notre radio scolaire, Radio ECAF. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet crucial. Attachez vos ceintures car ça va secouer. Vous êtes branchés sur Radio ECAF. Notre émission a pour thème aujourd'hui le harcèlement. Harcèlement, brisons le silence est le titre de ce numéro qui donnera la parole aux élèves. Je suis Samy, élève en CE2, et je suis accompagnée de la formidable Talia, élève en CE2. Bonjour Talia. Bonjour Samy. Oui, le harcèlement est un sujet important et nous concerne tous. Sais-tu Samy que le harcèlement, qu'il soit physique, verbal ou numérique, est une réalité qui impacte beaucoup trop d'élèves. Trop souvent, le silence règne laissant les victimes isolées et blessées. Mais aujourd'hui, on dit stop, on brise le silence et on en parle haut et fort ensemble. Exactement. Ouvrir le dialogue est primordial pour comprendre ce que vous, les élèves, vivez et surtout pour vous offrir des clés pour vous protéger et faire entendre votre voix. Alors, qu'est-ce que le harcèlement, Talia? Imaginez-vous dans la cour de récré, l'endroit où on devrait rire et s'amuser. Malheureusement pour certaines personnes, c'est un terrain de guerre. Le harcèlement scolaire, c'est comme un ensemble qui suit certains élèves partout où ils vont. Le harcèlement, c'est quand quelqu'un se fait maltraiter encore et encore, que ce soit avec des mots blessants, des gestes agressifs ou même par des rumeurs. Et attention, le harcèlement scolaire ne se limite pas aux coups de poing et aux cris. Il y a plusieurs formes à prendre en compte. Le harcèlement verbal, c'est comme une pluie d'insultes qui noie l'estime de soi. Ça peut être des moqueries incessantes, des surnoms blessants ou même des menaces. Chaque mot devient une arme et chaque sourire cache une douleur. Il y a aussi le harcèlement physique. C'est quand les coups volent bas et que les cicatrices ne se voient pas toujours à l'extérieur. Ça peut être des bousculades, des coups de poing ou même des vols de matériel scolaire. Chaque acte de violence laisse une empreinte sur le corps et sur l'esprit. Et n'oublions pas le harcèlement social. C'est comme une toile d'araignée qui étouffe les relations. Ça peut être l'exclusion délibérée d'un groupe, la propagation de rumeurs blessantes ou même le cyberharcèlement où les écrans deviennent des armes. Chaque regard en coin, chaque chuchotement fait un pas de plus vers l'isolement. Dans ce numéro, Samy, nous allons aborder toutes ces questions. Il est temps d'ailleurs de présenter le programme de ce numéro. Dans quelques instants, nous recevons les élèves qui vont débattre de ce thème. Imana Joud, Léa Chaban et Karim Chopchouk de la classe de 3e et Ahmed Galbi de la classe de seconde. Nous recevons également Dr Mohamed Chérif, président de l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant. Il répondra aux questions de nos élèves, sans oublier évidemment les témoignages des élèves et les poèmes écrits par Nolan Sadani et Iyad Bougamra, car oui, nous terminons en beauté cette émission. C'est parti! Bonjour à tous. Nous avons avec nous dans cette table ronde 3 élèves de 3e. Imana Joud. Bonjour. Bonjour. C'est elle qui va partager son expérience avec nous comme témoin de cyberharcèlement. Karim Chopchouk. Bonjour. Bonjour. C'est lui qui va nous parler de son expérience comme victime de cyberharcèlement. Et Léa Chaban. Bonjour. Bonjour. C'est elle qui va nous donner des solutions pour lutter contre le harcèlement scolaire. Commençons avec toi, Imana Joud. J'aimerais partager avec vous mon témoignage et ce qui m'a poussé à prendre action contre cette forme intolérable d'abus, le harcèlement. Tu avais quel âge quand tu as vécu cette expérience? En fait, si je me rappelle bien, j'avais entre 12 et 13 ans. Et je suis sûre aussi que je me souviendrai toujours de cette épreuve douloureuse. Peux-tu nous raconter un peu de ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, bien sûr. C'était l'heure d'une séance de français. Tous les élèves étaient concentrés sur la leçon. J'étais perdue dans mes pensées et c'était à ce moment-là que j'ai entendu des chuchotements de gros mots derrière mon dos. J'ai pas voulu intervenir puisque j'ai cru que des élèves étaient en train de rigoler entre eux.
Mais plus le temps passe, plus les mots étaient de plus en plus douloureux. J'ai réalisé que quelques élèves de la classe étaient en train de ridiculiser et de se moquer de un de leurs camarades. Qu'avais-tu ressenti quand tu as entendu ces moqueries envers ton camarade de classe? J'étais estomaquée. Ce garçon était arrivé il y a quelques semaines. Notre devoir était de l'accueillir gentiment et non pas de le ridiculiser. Je rageais de l'intérieur en me posant plusieurs questions. Qu'avait-il fait pour subir ces formes d'agression? Devais-je intervenir, mais risquer de devenir une victime à mon tour? Devais-je détourner le regard et faire semblant que rien ne s'était passé? As-tu pris des mesures pour intervenir ou signaler cette situation à un prof ou à l'administration? Sûrement. Après un moment de réflexion, je me suis dit que le silence n'était jamais une solution et qu'il était complice au harcèlement. J'ai pris mon courage entre mes mains et je me suis dirigée vers l'enseignant pour avoir recours à l'aide. Est-ce que tu crois que les actions du prof ont eu un impact? Certainement. Il était d'accord avec moi et s'était directement dirigé aux agresseurs. Il leur a précisé que le harcèlement n'était jamais une excuse pour soi-disant rigoler. Il a discuté avec leurs parents et il a fait en sorte que ce désagrément ne se reproduise plus jamais. Cette expérience était totalement touchante. Je ne peux pas imaginer ce qu'avait dû subir la victime. As-tu un message à transmettre à nos auditeurs? Oui, en repensant à cette expérience, je réalise l'importance d'intervenir en tant que témoin. Notre réponse doit être celle qui encourage la victime à en parler. J'encourage tout auditeur à ne jamais garder le silence face au harcèlement. Faites entendre votre voix contre l'injustice. Merci Imen pour ton témoignage. Maintenant, tournons-nous vers toi, Gary. Bonjour. Bonjour, je voudrais vous remercier de m'avoir invité dans cette table ronde. C'est vraiment un pur plaisir de témoigner sur ce que j'ai subi comme victime de harcèlement. En 2022, quand on est revenu en présentiel, puisqu'on était en ligne à cause du Covid, j'étais dans la cour de récré et un de mes camarades de classe a commencé à m'harceler, à me dire des gros mots. Il me disait que j'étais fou, que j'étais bête, que mes parents ne m'aiment pas, qu'ils m'ont adopté. Quand j'ai entendu cela, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a? Je le connaissais depuis le CE1 et c'était rare qu'il harcèle. Et là, j'ai ressenti au fond de moi, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, tout un bouleversement. Et j'étais très déçu. J'avais une douleur au cœur. Je commençais à réfléchir, à vraiment réfléchir. Et lui, il continuait à dire des gros mots sur moi. Donc, j'ai vraiment eu du mal à y croire. Est-ce que tu en as parlé à tes parents ou à l'administration? Au début, non. Au début, je pensais que si je l'ignorais, il pourra peut-être arrêter. Est-ce qu'il a cessé? Non, au contraire. Et il a même recommencé et recommencé et recommencé. Et jusqu'à ce que ce n'était plus lui qui m'harcèle, c'était toute la classe. C'est vraiment du harcèlement physique. Si je vous donne quelques exemples, pendant qu'on est au sport, ils ne me passent pas le ballon et me mettent toujours gardien. Ou bien, quand je sors, je m'absente, ils me mettent de l'eau sur ma chaise et puis quand je reviens, je m'assois et je me fais mouiller mon pantalon. Aujourd'hui, comment tu vis cet épisode? Reste-t-il encore des séquelles? Oui, il me reste des séquelles, mais aussi je l'ai dépassé. Je l'ai dépassé parce que je suis allé en avant, ce qui est bien, mais j'ai quelques séquelles parce que quand je me souviens, ça me traumatise, ça me met mal à l'aise et je veux me mettre en colère parfois. Et vous savez, les bons souvenirs, au fil du temps, disparaissent, tandis que les mauvais souvenirs, surtout les traumatisants du harcèlement, ils restent gravés dans notre mémoire. Pourquoi tu as voulu témoigner avec nous aujourd'hui? J'ai voulu témoigner pour lutter contre ces formes intolérables de violence. En fait, quand j'ai subi le harcèlement, j'ai ressenti l'envie de faire quelque chose, de lutter contre ce fléau. C'était l'occasion rêvée de sensibiliser les gens à lutter contre le harcèlement et contre la discrimination. Et je voudrais donner quelques messages
à nos chers auditeurs. Et j'ai voulu témoigner sur mon cas de harcèlement pour lutter contre ce fléau, pour inciter les gens, pour inciter les personnes, les harcelés, à briser le silence et à lutter contre toutes les discriminations qui existent dans le monde. Le harcèlement ne doit pas nous faire taire. Nous devons réagir. Nous devons aller parler à quelqu'un de confiance. Car l'école n'est pas un lieu de souffrance, c'est un lieu pour s'épanouir et grandir. Merci pour ce témoignage émouvant, Karim Chepchoub. L'invité. Pour savoir quels sont les enjeux et les conséquences du harcèlement scolaire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en direct de Tunis, Dr Bourachili. Il est médecin pédiatre et président de l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant, une association qui agit à un niveau international. Bonjour. Merci Ahmed. Merci pour m'avoir invité à participer avec vous à cette table ronde. Je suis très fier et je suis vraiment reconnaissant pour l'organisation de cette table ronde parce que le harcèlement scolaire est un phénomène qui existe depuis longtemps, qui existe partout, mais il y a une espèce de chape de plomb qui fait qu'on en parle très très peu. Les victimes souffrent en silence et vivent très mal leur période de harcèlement qui peut avoir après des retentissements sur le moyen et sur le long terme. Donc vraiment, je suis heureux de pouvoir en débattre avec vous. Quel effet peut avoir le harcèlement à l'école sur les enfants? Le harcèlement a évolué. Si avant le harcèlement était limité au périmètre de l'institution éducative, il était limité à l'école. Maintenant, ça déborde autour et ça déborde même à la maison parce qu'il y a cette continuité du harcèlement à travers les réseaux sociaux et à travers l'Internet. Donc, quand la victime est vraiment harcelée, elle se retrouve harcelée même dans son intimité et même loin de l'école. C'est ce qui donne des dimensions encore plus, je dirais, insupportable au harcèlement. Et cette progression est due à ce fait. Parce que dans le système virtuel, l'agresseur est dans l'anonymat. Donc, il se permet d'être encore plus violent que dans la vie réelle de tous les jours. D'abord, ce que je dois dire, c'est que le harcèlement n'est pas le fait d'une seule personne. En général, c'est un groupe d'élèves qui en harcèle un autre, qui harcèle un autre groupe. Parce que chacun tout seul n'a pas la force, le courage d'être aussi méchant avec les autres et il a peur des retombées possibles. Par contre, quand on se regroupe à plusieurs, on se donne des forces les uns aux autres et cela va noyer la responsabilité. Parce que au bout, chacun ne va pas supporter les conséquences de la souffrance de l'autre. Donc, on va tous en rigoler. Et personne ne va se sentir responsable de ça. C'est le groupe qui harcèle, c'est pas un individu qui harcèle. Évidemment que le harcèlement a des conséquences néfastes sur l'équilibre psychologique de la personne qui souffre. Non seulement sur son équilibre psychologique, mais aussi sur la socialisation, sur sa capacité de faire des amis au sein de l'école, sur son vécu au cours de l'école et même parfois sur le retentissement jusqu'à une altération de son rendement scolaire et avec des conséquences que peuvent avoir sur son comportement alimentaire, sur sur son sommeil, sur son équilibre en général. Donc c'est une souffrance psychologique qui est relativement dure à supporter. Ce que je dois dire, j'ai été aussi adolescent et enfant comme vous, c'est que autour de lui, il y a des gens qui sont conscients de ce qui est en train d'arriver. Donc, on regarde, on observe, on voit les harceleurs, on leur en veut un petit peu, mais on laisse faire, et on voit la victime souffrir, et il y a une espèce de connivence, une espèce de silence, qui doit être interprété comme étant de la complicité. Il n'y aurait pas de harcèlement dans l'école s'il n'y avait pas cette complicité-là. Et ce que l'on doit faire à travers ce débat,
que l'on a entre nous, c'est d'essayer de rompre le silence, c'est d'essayer d'arrêter cette complicité et de ne plus être un témoin silencieux. Quand on est un témoin silencieux, on est aussi, on encourage le harcèlement et on est aussi partie prenante dans le harcèlement. Donc, le débat d'aujourd'hui est extrêmement important pour qu'on s'en rende compte. L'élément en plus que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est que n'importe qui n'est pas harceleur. Le harceleur est aussi quelqu'un qui est en souffrance. C'est quelqu'un qui a une perturbation psychologique et qui doit passer par ce comportement pour essayer de prouver sa présence, pour essayer de se donner de la contenance, pour essayer de trouver un équilibre qu'il a perdu quelque part pour une raison quelconque. Donc, ne soyons pas aussi très méchants avec les harceleurs. Il faut essayer de les arrêter et il faut essayer de comprendre pourquoi il est devenu harceleur. Parce qu'il y a un phénomène déclenchant qui résulte lui-même d'une souffrance chez le jeune qui est harceleur, garçon ou fille d'ailleurs. Donc, c'est à travers un dialogue, à travers des séances comme celle d'aujourd'hui, qu'on va arriver à démanteler tout ça, parce que au fond, moi, en tant que défenseur des droits de l'enfant, je ne crois pas en un enfant qui naît méchant. On devient méchant, et on devient méchant suite à une souffrance. Je remercie beaucoup Kelly, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup de maturité pour témoigner de sa propre souffrance. Vraiment, merci Kelly. Et son geste va aider beaucoup d'autres à s'exprimer et à déclarer leur statut d'enfant harcelé. C'est très bien d'en parler, il ne faut pas le taire, parce que c'est le premier pas vers la guérison des conséquences du harcèlement. C'est une façon de pouvoir de nouveau se tenir droit devant ses camarades et ne pas avoir à courber les chines ou à raser les murs ou à cacher sa souffrance derrière un silence qui est lourd et qui est pesant sur l'épaule de la personne qui a été harcelée. C'est une façon de se libérer de tout ça et de retrouver un équilibre avec ses camarades et même pouvoir renouer et pouvoir corriger certaines choses avec les personnes qui l'ont harcelé. Je crois que c'est la meilleure façon de donner une leçon au harceleur, parce que si le harcelé est capable souvent de s'en sortir, et heureusement, en gardant des séquelles de temps en temps. Mais le fait d'en parler, le fait de le révéler au grand jour, c'est un signe de grande maturité et c'est un signe d'une sagesse acquise à travers la souffrance. Vraiment, bravo, Kelly. Bravo aussi à Imen, qui a été capable de rompre le silence et de ne pas être complice. Bravo, parce que non seulement elle témoigne aujourd'hui, mais elle a fait une tentative. Mais écoutez-moi, les enfants, seuls vous n'y arriverez pas. On ne peut pas corriger ça. C'est un phénomène social, c'est un phénomène de groupe qui doit être résolu dans et avec le groupe. C'est tous ensemble qu'on doit répondre au harcèlement et arriver à trouver une solution au harcèlement. Quelles seraient les solutions? Nous donnons la parole à Léa Chaben avant de revenir à Dr Mouachil. Bonjour Léa. Bonjour. Alors tout d'abord, il est important de sensibiliser. Il est essentiel d'informer les individus sur les diverses formes de harcèlement et leurs conséquences. À mon avis, si une personne est éduquée à propos de ce sujet, elle va être compréhensive et sensible, donc elle ne va pas leur faire prochainement. Ensuite, puisque la plupart des cas de harcèlement sont causés par la jalousie, si une personne possède quelque chose qu'on n'a pas ou bien des notes plus hautes, etc., la création d'un environnement sûr et inclusif est fondamentale. Les écoles doivent traiter ces cas avec précaution et mettre en place des politiques précises. En plus, c'est important de soutenir les victimes. Par exemple, quand on entend ou on voit qu'un élève est un souffre-douleur du harcèlement, on doit lui parler et l'aider à informer un professeur ou bien l'administration. Alors, dans plusieurs cas, les victimes ne veulent pas parler de leur expérience à cause de la sévérité. En effet, pour vraiment mettre fin au harcèlement, la responsabilisation doit être encouragée. Les témoins sont conseillés de signaler les incidents, comme à la fait Iman Majoud, elle n'a pas attendu. Et les auteurs de harcèlement doivent être tenus responsables par des punitions appropriées, car sans punition, il n'y a pas de changement.
Enfin, le développement d'une culture de respect et d'empathie par la promotion de valeurs comme la tolérance et la diversité est une action importante. Et aussi, n'oubliez pas que chaque action compte dans la lutte contre le harcèlement. À ton avis, quel est le rôle des parents? C'est une bonne question. Alors, pour les parents du harcelé, c'est essentiel d'offrir un soutien inconditionnel à leurs enfants. Ils doivent les écouter attentivement et prendre au sérieux les indices signalés par leur enfant. Et si la victime est très timide et elle ne va pas parler de cette expérience, les parents peuvent intervenir. Et d'autre part, les parents du harceleur ont un rôle plus important à jouer. Ils doivent être attentifs aux signes que leur enfant pourrait être impliqué dans des comportements de harcèlement. Et ils sont aussi conseillés d'enseigner à leurs enfants la valeur de respect et de tolérance par les autres. Et si cela ne fait pas de différence, les parents sont obligés de prendre des mesures immédiates, par exemple comme une conversation entre les parents et l'enfant pour comprendre pourquoi il agit de cette façon et pour l'aider à arrêter. Car à mon avis, c'est un reflet de la vie comme si elle a été déjà harcelée. Merci sincèrement, Léa. Nous revenons vers vous, Dr Mouachérif. Comment peut-on faire face à ce fléau? Merci Léa. Beaucoup de choses ont été dites pour essayer de trouver des solutions. Mais on doit revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est que quand le harcèlement se développe au sein de l'école, la solution doit être trouvée au sein de l'école. Il y a des mécanismes qui ont été développés par un grand nombre d'institutions éducatives. La première, c'est que sachant que c'est un phénomène très répandu, toute école ne doit pas prétendre que en son sein, il n'y a pas de harcèlement. Donc, c'est quelque chose qui existe à l'école. Et donc, l'école doit développer des mécanismes pour répondre à ça. Premièrement, dans beaucoup d'écoles, on a instauré ce qu'on appelle l'heure de vie de classe. Et l'heure de vie de classe, il y a un des enseignants qui est responsable de la relation entre la classe et l'administration scolaire. Donc, c'est celui-là qui va diriger l'heure de vie de classe. Et c'est une occasion pendant laquelle on va tous se réunir et parler, raconter ce qui se passe au sein de la classe, ce qui se passe dans la cour, ce qui se passe autour de l'école, mais sans aucun rapport avec le programme scolaire. C'est la vie de l'école, la vie des élèves dans l'école et entre eux et avec les responsables administratifs. Donc ça, c'est un mécanisme essentiel pour pouvoir débattre et pour pouvoir amener les témoins à en parler et encourager les victimes de faire ce qu'on appelle leur coming out, d'en parler, de débattre de ce qui s'est passé. Et les solutions doivent se trouver au sein du groupe parce que c'est par excellence un phénomène de groupe. Alors, sur quoi se base le harcèlement? Généralement, le harcèlement se base sur les différences. Toutes les différences. Par exemple, on sait que les élèves les plus brillants en classe vont se faire harceler. Les élèves ceux qui sont très grands, ceux qui sont trop gros, ceux qui sont nuls en sport, ceux qui ont un physique moins avenant que quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a commencé sa puberté et l'autre qui ne l'a pas encore commencé, quelqu'un qui est gauche, qui n'a pas beaucoup d'assurance dans son maintien, le code vestimentaire, ça on connaît, hein, quand on n'est pas habillé comme les autres, que cela peut attirer, malgré le fait qu'on est encore sous l'autorité de ses parents. Vous savez, un adolescent n'a pas toujours la possibilité de s'habiller comme il veut et comme il souhaiterait. Donc, quand il y a une famille très stricte sur le côté vestimentaire, on se fait harceler parce qu'on n'est pas cool comme les autres, on n'est pas habillé comme les autres, c'est une source de harcèlement. Donc, toute différence peut être source de harcèlement. La différence de couleur peut être une source de harcèlement. Donc, pouvoir débattre des différences, de l'acceptation de l'autre, de la tolérance envers l'autre, que le fait que tu ne penses pas la même chose que moi ne doit pas me monter contre toi. Les mauvaises interprétations, parce que nous tous, on vient de milieux très divers,
et on vient d'horizons divers. Vous avez une école où il y a beaucoup de brassage de gens d'horizons divers. Donc, la culture de chacun fait que le poids des paroles n'est pas le même chez tout le monde. Et on peut dire des choses qui peuvent être mal interprétées et par la suite susciter le harcèlement ou une réaction qui peut amener dans son sillage le harcèlement. Donc, pouvoir débattre de toutes les différences est une façon aussi d'amoindrir et de limiter au maximum le harcèlement. Quand on a des difficultés d'élocution, quand on a la parole qui est lente, c'est souvent source de harcèlement. Donc, de débattre de tout cela est une façon d'essayer d'amoindrir les différences et d'amener un peu plus de tolérance dans le groupe. Parler aussi des mécanismes qui vont développer l'envie de devenir harceleur. Celui qui est harceleur, en fait, il ne cherche qu'à s'intégrer dans un groupe. Quand il se trouve un petit peu rejeté par le groupe, il va essayer de se mettre en avant en faisant un petit peu le zouave, en faisant un petit peu l'intéressant, pour essayer de cacher ses défaillances et de mettre en avant son assurance pour avoir le dessus sur les autres. En parler aussi. C'est une façon d'essayer de remédier à la souffrance du harceleur et de le dégonfler quelque part pour ne plus le laisser avoir recours au même mécanisme pour répondre à ce sentiment de diminuer, à ce sentiment d'exclu. Faire que le groupe soit le plus homogène, le plus inclusif possible pour pouvoir dépasser cela. Il y a aussi les infirmières scolaires, les enfants. Il faut savoir aller vers l'infirmière scolaire. L'infirmière scolaire a reçu un minimum de formation pour être à l'écoute des adolescents et pour essayer de répondre à leur détresse psychologique. Elle est capable de provoquer un débat et elle est capable d'essayer de répondre. En tout cas, elle a la formation nécessaire pour pouvoir répondre à ce genre de questions. En parler avec les parents, c'est difficile. C'est difficile parce que si les parents de la victime peuvent avoir certains signaux qui peuvent éveiller leurs soupçons du fait que leur enfant est harcelé, alors c'est quoi? On n'a pas beaucoup d'allant pour aller à l'école. Souvent, on peut avoir des maux de tête inexpliqués, des raisons pour justifier une absence quand on n'arrive plus à affronter le groupe et à revenir vers l'école. Ça, ce sont des alertes que les parents doivent avoir pour essayer d'abord de rompre le silence avec leurs propres enfants. Et la meilleure des choses n'est pas d'aller vers les parents du harceleur, parce que ça va créer une confrontation entre les parents. Comme je vous l'ai dit au tout début, le harcèlement se passe dans l'école, c'est un problème d'institution et c'est au cadre à la fois administratif et pédagogique de l'école et avec vous, les premiers intéressés, que le problème doit être résolu. Donc vraiment, il faut aller toujours vers soit l'administration, soit l'infirmière scolaire, et c'est elle qui a les mécanismes pour pouvoir provoquer ce genre de réunion avec le cadre pédagogique et essayer de rompre le silence et essayer de débattre de ces soucis. Mais parfois, il est nécessaire d'avoir recours à un soutien psychologique pour l'enfant qui a été victime de harcèlement. Parfois, on tombe tellement bas qu'on a besoin de professionnels pour essayer de remonter de la pente et pour retrouver ses équilibres et arriver à en parler avec les autres et devant les autres surtout. Parce que en parler avec les autres et devant les autres, c'est aussi s'exposer, c'est exposer ses faiblesses. Donc, il faut toujours avoir recours au cadre administratif et avoir recours éventuellement, quand les conséquences sont vraiment importantes, à un soutien psychologique. Merci, Dr. Mouass-Chérif. Merci à vous tous de m'avoir donné l'opportunité de parler avec vous. Et sachez qu'on est toujours là pour essayer de mettre en place des mécanismes. Quoi de mieux que de renouveler ce genre de rendez-vous périodiquement si vous en avez ressenti le besoin et si vous y voyez un intérêt. Merci, Dr. Mouass-Chérif. Et pour terminer en beauté, nous avons choisi la poésie pour lutter contre le harcèlement. Nous accueillons à présent Iyad Bouramoura et Nolhen Saadeni
qui ont composé des poèmes engagés pour dénoncer le harcèlement scolaire que subissent certains élèves. Écoutons-les. Dans les couloirs sombres de l'école, un mal insidieux se dévoile. Le harcèlement, tel un poison, ravage les cœurs sans raison. Lorsque la récréation se déclare, la terreur s'en empare. Des mots tranchants comme des lames s'enfoncent profondément dans les âmes. Les moqueries et les insultes volent, laissant les victimes seules et folles. Le concerné vit dans la peur, les larmes coulent, il pleure. Isolé dans son coin, après les insultes et les coups de poing, il ne parle à personne, attendant enfin que la cloche sonne pour être sauvé de cet enfer qui ne lui apporte que souffrance et misère. Pour aider ses enfants, luttons contre le harcèlement. Ensemble, nous pouvons faire la différence en créant un environnement de bienveillance. Un cœur brisé, blessé, n'arrivant plus à dormir. Déprimé, n'ayant plus d'envie d'apprendre ni de lire. Ses parents le prennent chez le médecin pour se rétablir. Pas de maladie organique, mais un bilan psychologique à établir. Le harcèlement ne connaît pas de clémence, c'est un vampire, un suceur du sang qui arrive à tout détruire. Jour après jour, la victime et même le témoin, sans sourire, perdent leur force et errent dans l'avenir sans désir. Dans une vie où tout enfant devrait pouvoir s'épanouir, il faut combattre cette tyrannie pour ne pas s'anéantir. L'école est faite pour grandir, s'instruire, pas pour souffrir. Les camarades sont là pour se tenir, pas pour trahir. Merci à tous. C'est la fin de ce tour de table. N'oublions pas, le harcèlement n'est pas une farce. Le harcèlement, c'est comme le cycle de l'eau. Il ne s'arrête pas tout seul. Et nous voilà arrivés à la fin de ce numéro où il a été question du harcèlement scolaire. C'est avec une citation du médecin pédiatre, éducateur et écrivain polonais Janusz Korczak que nous terminons cette émission. N'oubliez jamais quand on bat le cœur d'un enfant qui a peur. Merci Samy pour cette belle citation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à la prochaine.